Et M. Ouattara s'est fait passer toute sa vie pour ce qu'il n'était pas. Il est d'abord lui-même la personne qui a toute sa vie dit qu'il était burkinabé au voltaïque, dans tous ses actes, et je le reprends dans le livre, jusqu'au moment où Houphouët-Boigny l'appelle en 90, tous ses actes sont posés en tant que voltaïque ou burkinabé. La deuxième imposture, c'est que quand il est Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 90 et 93, il n'est là que pour l'acte économique. Même Bédier dit dans ses mémoires, il n'avait pas à s'occuper de notre héritage, il était burkinabé. À l'époque de la présidence de Houphouët-Boigny. À la mort d'Houphouët, il a même essayé, et j'explique comment, il a voulu violer la Constitution une première fois, puisqu'il a voulu contourner l'article 11 en créant un Conseil des sages avec M. Yassé. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Ouattara n'a fait que faire le contraire de ce qu'il aurait dû faire quand il était appelé par Houphouët-Boigny. Mais ce soir, Bernard Oudin, on a un Alassane Ouattara réélu président de la Côte d'Ivoire dès le premier tour, avec un score qu'on pourrait dire africain, on disait ça autrefois, 83,7% des voix. Là aussi, vous dites, c'est une imposture ou cette élection vous paraît quand même légitime? Là, on a dépassé l'imposture, on est dans la forfaiture. Dimanche, tous les observateurs, en particulier les journalistes, et je m'en réfère aux journalistes français qui étaient à Abidjan ce jour-là, ont vu la vacuité de cette élection, ont vu le vide dans les bureaux de vote, et on nous annonçait 4 taux de participation entre lundi matin et mercredi matin. On est passé de 40 à 45, à 60, puis à 52, en variant. On est un peu au-dessus de 50 finalement. On est autour de 15. Dans la dernière version. On est autour de 15 pour être très sérieux. Oui, mais cela dit, vous remarquez que les adversaires principaux de M. Ouattara dans ce scrutin ont reconnu leur défaite et son élection. Non, aucun adversaire principal de M. Ouattara était dans l'élection. Les adversaires Parmi les candidats. Parmi les candidats, il y avait des candidats qui étaient des faire-valoir, qui n'étaient que ça, en particulier l'ex-représentant du FPI, puisqu'il n'est plus membre du FPI. Il n'est représentant du FPI que par la volonté de la justice de M. Ouattara. Mais le FPI historique de Laurent Gbagbo n'était pas dans cette élection, avait annoncé le boycott avec l'accord du président Gbagbo, et c'est la grande majorité des Ivoiriens qui ont boycotté ce scrutin. Mais est-ce que vous sous-entendez, Bernard Oudin, qu'il y a eu un trucage des résultats, un bourrage des urnes? Enfin, on est dans une élection. Il y a eu un bourrage du taux de participation, il y a eu une absence de gens dans les bureaux de vote. Je prends un seul exemple. Vos confrères de TV5 étaient présents à la clôture du scrutin dans le plus grand bureau de Côte d'Ivoire, qui est le lycée William-Ponty de Yopougon. Il y avait 8000 inscrits. À 17h à la fermeture du scrutin, il y avait 1000 votants. Et on nous annonce à Yopougon 35 à 40% de votants. C'est une insulte à l'intelligence. Comment se fait-il qu'on n'entend aucune grande nation, à commencer par la France, dont on sait la proximité avec la Côte d'Ivoire, dénoncer ce soir ce scrutin? Il ne le dénonce pas dans la mesure où M. Ouattara les arrange, mais si demain l'opinion publique ivoirienne, d'une façon ou d'une autre, se lève contre ça, on risque d'avoir des réveils difficiles en France et en Afrique en général. Donc là, vous décrivez encore des restes, si je puis dire, ou des réminiscences même de France-Afrique assez cyniques et assez réelles politiques, y compris de la part de Paris. Ce ne s'est jamais arrêté. Vous pensez que ça ne s'est jamais arrêté? Sans Mme Ouattara, sans Mme Folorou, qui rencontre Ouattara dans les années 80 et qui ensuite l'introduit auprès de Houphouët-Boigny, Ouattara ne fera jamais de politique en Côte d'Ivoire et Ouattara ne sera jamais président. Et elle a tout organisé. Elle n'est pas arrivée en Côte d'Ivoire pour devenir la première dame. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire pour grimper dans la hiérarchie. Elle s'est bien imposée dans les milieux économiques et politiques ivoiriens. Elle a été très proche d'un certain nombre de dirigeants ivoiriens. Je les cite dans mon livre. Et son coup de maître, c'est de dire à Houphouët-Boigny au début 90, quand il cherche un Premier ministre, prends celui-là, il n'est pas ivoirien, il ne vous gênera pas pour la succession. Et tout part de là. Et juste après, quelques mois après, elle se marie avec lui et on connaît la suite. Aujourd'hui encore, vous diriez qu'elle est l'éminence grise du président Ouattara? Elle tient la politique ivoirienne parce qu'elle tient la classe dirigeante ivoirienne. Totalement. On a dit ça, vous êtes le conseiller de Laurent Gbagbo, mais vous le conseillez quand il était président. On disait ça aussi de Mme Gbagbo, d'une influence très grande auprès de son mari. Il y a une totale différence. Mme Gbagbo est une femme politique. Mme Gbagbo était députée d'Abobo, d'ailleurs, un quartier d'Abidjan dont on dit qu'il est pro-Ouattara, mais elle était le député d'Abobo. Elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle avait créé le FPI quand elle n'était pas encore mariée avec Gbagbo. Elle était également avec Gbagbo dans la création
dans la clandestinité. Quand Gbagbo était en exil, elle a dirigé le parti dans la clandestinité en Côte d'Ivoire. C'est une femme politique. Entre guillemets, on pourrait la considérer comme une femme comme Madame Merkel ou Madame Clinton. Madame Ouattara est très loin de tout ça. En un mot, Bernard Oudin, Laurent Gbagbo est aujourd'hui en prison près de La Haye. Il attend son procès qui va s'ouvrir le 10 novembre devant la Cour pénale internationale. Procès pour crime de guerre. Ça va être une véritable épreuve pour lui ? Ça, d'abord, je vous apprends que le procès est reporté au 28 janvier. Ça vient de tomber. D'accord. Deuxièmement, le président Gbagbo est très serein dans ça, parce que le dossier, comme l'a dit la juge belge au moment de la confirmation des charges, est totalement creux. Et il y a une manœuvre politique qui est derrière cette affaire. Monsieur Gbagbo sortira de La Haye pour des raisons politiques, parce que sinon le système de La Haye et le système de la procédure du statut de Rome, c'est une vis sans fin. Même la procédure elle-même n'a pas été respectée pour faire venir Gbagbo, puisqu'un membre d'un État non signataire au statut de Rome a été envoyé à la CPI. Comme la Côte d'Ivoire n'était pas signataire en 2011, il aurait pu être envoyé avec une demande du Conseil de sécurité, ce qui n'a pas été fait. C'est une imposture, déjà le simple fait de l'avoir envoyé là-bas.